Merci, Monsieur le Président, Mesdames les secrétaires perpétuels, chers consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs. Je vais essayer de dire quelques mots sur que veut dire le projet de Scott de Martinville aujourd'hui, c'est-à-dire que veut dire l'idée de transcrire la voix humaine. Alors, on l'a bien compris avec les exposés précédents, le véritable projet de Scott de Martinville, contrairement à ce qu'a pu essayer de faire Edison, et ce qu'il a réussi à faire, n'était pas tant d'enregistrer pour reproduire la voix que de la transcrire, c'est-à-dire finalement faire ce qu'on appelle maintenant du speech-to-text, en effet, de la reconnaissance de la parole, en vue de la transformer en une forme d'écriture automatique qui permettent d'obtenir un texte à partir de cette parole. Alors, si on regarde ce problème est un problème, j'ai oublié de mettre ça, ce problème est un problème qui évidemment incorpore un certain nombre d'aspects pour aller de l'inscription à la transcription, parce que le procédé qui était suivi par Scott de Martinville consistait à inscrire finalement une signature de ce qu'était le signal de parole, et ensuite à espérer qu'on puisse le lire de telle sorte qu'on le lise comme un code d'écriture qui pouvait effectivement soulager des efforts de script ou de sténographie. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a plusieurs opérations qui sont mises en jeu. Et de nos jours, c'est des opérations en fait, qui ont un peu changé de forme, et on va voir comment, mais qui correspondent dans un premier temps à prendre les sons comme les données d'entrée, mais à les manipuler. Et les manipuler aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire essentiellement déjà les numériser. Puis une fois qu'on les a numérisés, alors à ce moment-là, on entre dans un domaine qui est un domaine où en fait on peut faire énormément de choses, puisqu'on peut manipuler ces sons numérisés pour les analyser, les transformer, jouer avec, changer d'espace de représentation et éventuellement resynthétiser. Et donc on peut revoir l'analogue de ce qu'est l'enregistrement et de rejouer un son, mais dans un contexte purement numérique. Alors ça, c'est une première étape. Mais maintenant, évidemment, si on analyse les sons, on espère en extraire des caractéristiques qui permettent de les comprendre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comment est-ce qu'on peut trouver dans la structure des signaux de parole, à supposer qu'ils soient enregistrés, numérisés ou pas, quelque chose qui a à voir avec leur signification ultérieurement, et dans un premier temps, quelque chose qui a à voir à la fois avec la façon dont ils sont produits, donc c'est lié à tout ce qui est la phonation, qu'est-ce qu'on sait de la façon dont les sons sont produits par la personne qui parle, mais aussi tout ce qui est relatif à la perception, c'est-à-dire le système auditif, puisque nous, on comprend les sons à partir de ce que l'oreille nous en dit. Puis alors ensuite, on peut aller plus loin, parce que c'est pas tout de comprendre et de voir comment à un son donné est associée une sorte de signature acoustique, mais c'est aussi d'aller jusqu'au sens, c'est-à-dire comment de ces sons on peut déduire quelque chose qui cette fois-ci soit lié à l'interprétation, mais en général en passant par le langage, puisque ça va aussi dépendre de la langue dans laquelle on parle. Alors, si on repart de ce signal dont on ne se lasse pas, voilà. Donc si on prend ce signal-là, la transcription que j'ai récupérée sur suresound.org, thank you very much, on voit que ce signal, qui a une durée d'approximativement 14 secondes à cette vitesse de défilement, qui était la vitesse supposée de l'enregistrement, est essentiellement un tracé, qui est un tracé qui, si on en regarde une vue un petit peu plus élargie dans le temps, un zoom que l'on fait sur une durée plus réduite, 175 millisecondes à peu près, ressemble évidemment au code inversé par rapport au diagramme que l'on a vu tout à l'heure, mais ressemble à cette forme d'onde qui était tracée par le stylet. Alors l'ambition de Scott de Martinville, son espoir, c'était qu'en effet, on puisse attacher à ces formes d'oscillation quelque chose qui soit une signature directe de la signification. C'est-à-dire qu'on lise qu'ici, ça doit être à mon ami, je crois, la transition, qu'on puisse lire que là, il y a mon, a et mi. Et ça, c'est quelque chose... Alors, il faut bien voir que c'est quelque chose qui est à la fois possible et à la fois impossible sous cette forme. Impossible parce qu'effectivement, il y a trop de complexité dans la structure du son pour espérer le voir à l'œil nu de cette façon, mais possible d'une certaine façon parce que toute l'information est là. C'est-à-dire tous les traitements qu'on va pouvoir faire derrière, que David Giovannoni a pu faire, que Scott aurait voulu faire, ou que l'on peut faire maintenant avec des enregistrements, tous ces traitements ne vont pas inventer de l'information qui n'y est pas. Donc tout est là. Mais le problème est de savoir comment on le trouve, ce qui est là. Alors, une des façons de faire, ça a été de dire que
on peut, d'une certaine façon, déployer l'information qui est uniquement suivant la variable temporelle en s'inspirant de ce que fait l'oreille. Alors l'oreille, comment est-ce qu'elle procède pour analyser les sons ? Dans un premier temps, de manière très simplifiée, on peut dire qu'effectivement, il y a le tympan qui induit la vibration, mais qui va se propager sur la cochlée. Et la cochlée peut se voir comme une sorte de bande filtre qui est organisée de manière séquentielle, sur laquelle des cellules se basent pour envoyer des signaux qui sont en fait des signaux relatifs à des canaux fréquentiels différents. Ce qui veut dire qu'au lieu de regarder le signal dans son entier, on peut le regarder canaux fréquentiel par canaux fréquentiel. Alors cette idée, c'est quelque chose qui a donné lieu juste dans l'après-guerre, ça avait été un peu initié juste avant, à un appareil qui est aussi dû à un Koenig, qui s'appelle le spectrographe. Et le spectrographe fait aussi usage d'un cylindre qui tourne. Cette fois-ci, c'est un papier qui est un papier thermique. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on enregistre le signal sur un tambour et on le relie comme à la façon d'une bande magnétique, mais chaque fois, on le passe dans un filtre qui, chaque fois, explore une bande de fréquences différente. Là, il y a une vis qui fait monter le stylet en fonction de la fréquence que l'on analyse. Et chaque fois, ce qu'on inscrit cette fois-ci comme des traces qui sont des traces noires sur ce papier métallisé, c'est quelque chose qui a l'intensité au cours du temps dans cette bande de fréquences. Puis une fois qu'on a fini l'enregistrement, on coupe la feuille de papier, on l'étale et on trouve quelque chose qui ressemble à une feuille de tout à l'heure, mais pas pareil, parce que cette fois-ci, on a un seul signal qui est cette fois-ci décrit dans deux variables, une qui est une variable de temps, et une qui est une variable de fréquence. Et dans la foulée, ça a donné lieu à tout un ensemble de choses qui sont symbolisées en particulier par le bouquin de Potter et collaborateurs qui s'appelle précisément Visible Speech. Et ce Visible Speech était une façon de rendre, en effet, comme son nom l'indique, visible la parole, mais aussi tous les sons. Donc ça a été quelque chose d'assez extraordinaire comme révolution, parce que ça permettait, en tendant un microphone à la nature, de voir à quoi ressemblaient les chants d'oiseaux, à quoi ressemblaient les sons de toutes sortes, la musique et la parole, etc. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un système qui est un système analogique et qui évidemment a ses limitations. Limitation de durée parce qu'on est lié à la taille du cylindre, du tambour ici, et puis limitation parce qu'on est obligé de rejouer en permanence le son, canaux fréquentiel par canaux fréquentiel. Donc, si on veut maintenant exploiter cette information, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de ce signal original à cette représentation, et là, maintenant, on a l'image avec un procédé moderne dont je vais dire deux mots, mais exactement de ce type, où on a, il faut voir ça comme la bande qu'il y avait sur le cylindre de tout à l'heure qui a été coupée et étalée dans le temps, où on a le temps, et cette fois-ci, canal fréquentiel par canal fréquentiel, on a l'énergie, et on obtient une image du spectrographe, qui est ce qu'on appelle un spectrogramme. Alors l'intérêt quand on prend le signal, ça c'est notre au clair de la Lune de tout à l'heure, c'est qu'on a une plus grande richesse d'interprétation, parce que dans ce signal-là, on voit des choses qui sont liées à la fois à la phonation et à la fois dans la façon dont on décrit les bandes de fréquences, éventuellement à l'interprétation. Pourquoi ? Parce que on voit qu'effectivement, on a quelque part un signal fondamental, une fréquence fondamentale. Cette fréquence fondamentale, elle est modulée, elle varie au cours du temps, ça c'est ce qu'on appelle le pitch et ses modulations. Mais on a aussi tout un ensemble d'harmoniques qui sont les distorsions liées aux différentes fréquences multiples du fondamental. On a aussi des choses, cette fois-ci, qui sont liées à la façon dont est produit le son, qui est essentiellement liée à des cavités résonantes qui sont formées par la cavité buccale et la cavité nasale, et qui correspondent, ce qui ne voit pas très bien sur cet exemple, mais j'ai choisi quand même de prendre l'exemple historique pour le montrer, qui ne se voit pas très bien parce qu'on est à basse fréquence et on est très filtré, mais qui correspondent à des résonances du conduit vocal. C'est-à-dire qu'on a des bandes de fréquences privilégiées à l'intérieur desquelles peuvent s'empiler les harmoniques. Et puis on a des structures plus transitoires, par exemple, lorsqu'on a des attaques de son, et puis on a aussi évidemment du bruit, et le bruit se voit dans cette description comme une espèce de... On peut le voir un petit peu comme au niveau d'une mer dans laquelle on aurait partout des petites fluctuations, et puis la partie signal correspondrait à des îlots qui sortent de cette chose. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas plus d'informations ici qu'il n'y en a ici.
c'est exactement la même information. Et même si on fait bien la transformer, on peut revenir à partir de cette chose-là dans le domaine initial. Et ça, c'est ce qu'on utilise quotidiennement lorsqu'on fait du traitement du signal vocal, parce qu'on passe dans l'espace transformé, on fait des opérations dessus, et ensuite on inverse la transformée pour revenir dans le domaine initial. Mais par contre, si on n'a pas de création, évidemment, d'information, on a une façon de mieux la déployer et de mieux la présenter sous une forme qui se prête a posteriori à des traitements. Alors, quel est le grand passage qui s'est passé ? En fait, pour rendre cette chose-là efficace et en faire quelque chose comme on le connaît aujourd'hui, c'est que la mise en action de ces principes a quand même été énormément liée à la révolution numérique. Alors, la révolution numérique, on peut lui trouver déjà une date qui est une date clé, qui est ce qu'on appelle l'annus mirabilis de la technologie de l'information, parce qu'autour de 1948, on a finalement les 3 ingrédients de la révolution numérique qui arrivent en même temps, de manière relativement indépendante. On invente le transistor, on invente et on construit la théorie de l'information, et puis en même temps, on a le premier vrai ordinateur qui est mis en place. Donc on a à la fois l'aspect matériel, qui est permis par le fait qu'on va pouvoir miniaturiser les choses avec le transistor. On a l'aspect logiciel d'une certaine façon, parce que l'ordinateur va permettre de mettre en musique ce qu'on a envie de faire. Et puis on a un aspect théorique, qui est le substrat de la théorie de l'information de Shannon. Ces choses-là se mettent en place juste avant les années 50, et puis le grand tournant arrive, on va dire, au milieu des années 60, parce qu'au milieu des années 60, on développe des algorithmes, en particulier des algorithmes rapides liés à des modélisations mathématiques qui permettent véritablement de lancer l'essor du traitement numérique du signal et de faire passer toutes ces idées dans quelque chose qui de plus en plus va ressembler à du temps réel, en fait, et en tout cas à quelque chose qui peut aller vite et sur des grandes quantités de données. Et puis maintenant, vous êtes tous conscients, je pense, que l'électronique n'arrête pas d'être miniaturisée, que les calculateurs sont de plus en plus puissants. Maintenant, on fait avec un téléphone portable ce qu'on faisait avec l'ENIAC de 48 au début, et on est submergé par un flot de données. Alors, l'ensemble de ces nouvelles évolutions va aussi changer le paysage, et on va dire quelques mots. Alors d'abord, si on parle un peu de l'analyse à la reconnaissance, j'ai dit tout à l'heure, ce qu'il fallait, c'était à partir du signal extraire des informations. Alors pourquoi est-ce qu'on passe dans cet espace transformé ? Parce que, comme on l'a expliqué, si on s'intéresse à des petites tranches de temps, eh bien, dans chacune de ces petites tranches de temps, on peut extraire des caractéristiques qu'on peut espérer appairer à des sons qui sont les sons qui nous intéressent en les paramétrant. Donc typiquement, ce qu'on fait, c'est de l'analyse de Fourier, c'est-à-dire qu'on regarde comment un son est décomposable en des oscillations sinusoïdales élémentaires, et puis on peut faire des choses plus subtiles, par exemple ce qu'on appelle les coefficients Mel-Sebstro, c'est un nom barbare, mais c'est quelque chose qui est lié à une échelle de fréquence qui est a priori adaptée à la façon dont est structurée l'oreille en termes de banc fréquentiel, et on calcule certains coefficients. Ce qui veut dire que pour des tranches de 20 à 30 millisecondes, typiquement, qui se recouvrent plus ou moins, on récupère un vecteur d'attributs, et ensuite on récupère autant de vecteurs d'attributs qu'on a de positions possibles de cette tranche d'analyse, et à la fin, on a comme ça une description de l'ensemble, et en particulier, on a une description de l'ensemble qui est au niveau des sons eux-mêmes, et donc les attributs, on peut essayer de les lier à la nature du son ou à la nature des locuteurs. Là, je prends un exemple très simpliste d'une des caractéristiques, c'est que si on s'intéresse aux voyelles, A, E, I, O, U, et qu'on regarde les 2 premières résonances du conduit vocal et buccal, donc ce qu'on appelle les formants, eh bien on voit que ces caractéristiques se distribuent dans un triangle qui est, donc là on a les fréquences ici, 2000 Hz, 3000 Hz. Si on regarde le premier formant et le deuxième formant, en moyenne, suivant qu'on prononce un O, un A, un I, un U, eh bien, on est dans une position dans ce triangle-là. Ce qui veut dire que si on fait l'analyse au niveau des attributs en identifiant ces formants, eh bien, on remonte à un premier élément descriptif de ce qu'elles sont. Puis après, il y a d'autres caractéristiques qui peuvent être liées au locuteur, la personne qui parle. Et puis après, bien sûr, on va identifier les attributs dans leur temporalité, parce qu'il faut voir comment les choses s'enclenchent dans le temps et se suivent. Et là, on met des modèles aussi de langage, de contexte, parce qu'il y a des successions de choses qui ne sont pas possibles. Si vous voulez faire un mot avec ces lettres, vous aurez du mal. Donc si vous extrayez des éléments sonores et que la méthode n'est pas parfaite, vous rajoutez ces couches-là pour voir ce qui est vraisemblable ou ce qui l'est moins. Ce qui veut dire qu'en fait, d'une manière générale, extraire des attributs, c'est une première chose. Puis après, si on veut reconnaître à partir de ce qu'on a extrait, pour reconnaître, il faut connaître. Et donc, la façon de connaître avant de reconnaître, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec les cas qui sont des cas qui ont été répertoriés. Et donc, c'est des exemples qui sont utilisés et c'est de l'entraînement sur ces exemples. Alors là, il y a
beaucoup d'approches, je n'entre pas dans les détails, mais il y a des approches qui historiquement étaient des approches à base de modèles, où on regarde comment les occurrences de sons peuvent s'enclencher avec des modèles qui sont liés à la fois à l'acoustique, au lexical et au langage qu'on utilise, et on regarde comment est-ce que cette chose-là peut être apprise à partir d'un corpus d'exemples. Et une fois qu'on a ce corpus d'exemples avec les caractéristiques qui sont liées à ces différents champs, eh bien, on nourrit un algorithme de reconnaissance qui fait qu'ensuite, quand on lui présente la forme d'onde, qu'on fait la transformation, les attributs, etc., à la sortie, on sort quelque chose qui est supposé être la reconnaissance de ce quelque chose. Alors l'approche est probabiliste et elle dépend évidemment à différentes échelles. Elle peut dépendre à l'échelle du phonème, du mot, du groupe de mots, etc. Et elle est probabiliste dans le sens où essentiellement ça revient à chercher quelque chose qui maximise une vraisemblance étant donné une observation. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que les choses ont un petit peu changé parce que depuis certains temps, maintenant, pas très longtemps, il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une explosion des données. Et l'explosion des données, ça veut dire l'explosion des exemples sur lesquels on peut travailler, des corpus sur lesquels on peut travailler pour faire de la reconnaissance. Ce qui veut dire qu'on peut reconsidérer un peu les choses en disant qu'il n'est pas forcément nécessaire, en partant d'un corpus pas si grand que ça, d'être très fin dans la description des attributs eux-mêmes, mais on peut y aller avec une méthode plus force brute, on va dire, dans laquelle on va prendre toutes les données telles qu'elles arrivent, en très grand nombre, et puis on va prendre des approches très généralistes, avec des mots clés, comme vous les entendez et les lisez dans la presse quotidiennement, big data, deep learning, apprentissage profond, qui consiste en fait à dire on va laisser un système très universel en un certain sens, là je représente très symboliquement un réseau de neurones formels, où en fait on met des ensembles en entrée d'attributs par exemple, et ensuite on met des neurones qui sont tous liés les uns aux autres. Et dans la phase d'apprentissage, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, en jouant beaucoup d'exemples, on va apprendre quelles sont les connexions qu'il faut mettre ensemble pour pouvoir identifier le son en question, le mot en question, etc. Et une fois qu'on aura fait cette chose-là, lorsqu'on présentera un son inconnu, ben on verra en activant le système, effectivement, qu'est-ce qui est activé et quel est le son qui correspond. Alors, le truc, c'est que, d'une certaine façon, étant donné la puissance qu'ont pris les systèmes de réseaux de neurones et d'apprentissage profond, qui autrefois ne travaillaient que sur quelques couches avec quelques neurones et qui maintenant travaillent sur des centaines de couches éventuelles, et étant donné l'ampleur qu'ont pris les corpus d'exemples, avec toutes les données qui peuvent être les données dont disposent en particulier les GAFA, comme on dit, eh bien, on peut se passer de la phase d'attribut, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on peut travailler directement sur les données brutes. D'une certaine façon, on revient à Scott de Martinville. Parce que Scott de Martinville, encore une fois, il pensait que toute l'information était dans la forme d'onde qu'on était en train de tracer. Elle y est, c'est vrai, mais qu'on pourrait la lire directement. Alors les réseaux de neurones formels, c'est un peu, alors j'exagère peut-être un peu, mais c'est un peu ce qu'ils font quand même. C'est-à-dire qu'ils prennent la forme d'onde et ils s'abstraient. Ils se disent, pourquoi est-ce qu'on passe par les coefficients Mel-Sebstro? Finalement, on prend les données et puis on regarde ce qui se passe, comme dans les systèmes de traduction automatique qui éventuellement se passent de la syntaxe, du choix de la langue, etc. Alors, bon, maintenant, où est-ce qu'on en est? Alors, là, je suis très bref juste pour donner quelques exemples, mais c'est quelque chose qui, effectivement, s'est beaucoup développé, et on voit que c'est quelque chose qu'on trouve dans beaucoup d'applications, parce que, bon, on peut parler de dictaphone, de commande vocale très importante. On a évoqué tout à l'heure plus ou moins la rééducation, c'est-à-dire le fait de passer par des systèmes qui transforment le son et qui permettent de le visualiser comme étant un contrôle, enfin quelque chose permettant un rétrocontrôle pour la prononciation, par exemple. On a tous les champs conversationnels et puis on a les systèmes de traduction. Alors évidemment, ce n'est pas la fin de l'histoire parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Il y a des questions qu'on peut se poser du côté des données. Parce que c'est bien de disposer de données, mais en même temps, lorsqu'on veut faire de la reconnaissance dans des circonstances plus naturelles, on a souvent des tas de problèmes de pré-traitement. Et donc, il y a des champs de recherche qui sont un peu adjacents à ce dont je parle maintenant, mais qui sont là, par exemple, si on pense à l'effet cocktail party, qui est bien connu, c'est-à-dire vous êtes dans une assemblée où en fait vous avez une conversation avec une personne qui vous fait raisonnablement face, et beaucoup de personnes autour ont des conversations de même nature, mais comme on dit, dans ce cas-là, le bruit, c'est le signal des autres. Parce que le bruit
qui vous perturbe est exactement de la même nature que le signal que vous voulez récupérer de la conversation de la personne qui vous fait face. Donc il y a un problème de ce qu'on appelle la séparation de sources, de telle sorte qu'on soit capable d'extraire d'un environnement multi-sources quelque chose qui est intéressant. Et c'est vrai que si on veut faire de la transcription, on n'a pas forcément envie de transcrire la totalité des conversations qui sont dans une pièce, mais peut-être celles d'intérêt. Il y a des problèmes de débruitage, parce que souvent les questions, j'ai parlé tout à l'heure par exemple de commande vocale, c'est dans des conditions qui sont des conditions difficiles. Typiquement, vous avez, quand on veut soulager un pilote d'avion dans son cockpit de telle sorte qu'il puisse passer plus de commandes en passant partiellement par du vocal, on est dans des situations où, dans un habitacle, le son que l'on enregistre est un son qui risque d'être extrêmement bruité. Donc il faut aussi faire des choses qui permettent ce pré-traitement. Donc ça, c'est un point qui reste un point de toute façon qui est à gérer par des approches de traitement du signal, on pourrait dire. Et puis alors, si on regarde du côté des performances, alors bon, maintenant, il faut bien reconnaître que dans des contextes bien définis, par exemple de la téléphonie, on connaît la bande, on connaît des catégories de vocabulaire, on connaît des choses comme ça, on peut avoir des performances qui s'approchent de celles de l'être humain. Alors, d'une manière plus large, il reste encore un peu de chemin à faire parce que très souvent, les conversations ne sont pas naturelles, continues. Le problème est de savoir est-ce qu'on travaille avec un vocabulaire étendu ou un vocabulaire fixe, qu'on est en situation multilocuteur. Et si on veut avoir toutes ces conditions ensemble, évidemment, on n'est pas tout à fait au bout du chemin. Puis alors, bon, à titre anecdotique, on peut se dire que cet enregistrement, enfin cette façon de voir la transcription qui va vers le futur, on peut rappeler la mémoire de notre regretté confrère Georges Charpak, qui s'était intéressé potentiellement à l'archéoacoustique, parce que finalement, qu'est-ce que fait Edison ou qu'est-ce que fait Scott de Martinville? C'est de manière volontaire d'inscrire une vibration sur un support qui tourne, voilà, et qui est lié à un stylet qui a été mis en vibration précisément par une onde acoustique. Et la remarque qui avait été faite, qui reste de la science-fiction en arrière, c'est de dire, finalement, il y a des situations naturelles où on a, par exemple, un potier qui est à son tour, et il est en train d'inscrire une gravure de décoration sur son cylindre qui tourne. Bon, s'il y a du bruit, effectivement, il va y avoir une vibration, et cette vibration va s'inscrire sur la poterie. Et Georges Charpak avait dit, essayons d'écouter le chant du potier pendant qu'il est en train de chanter à partir de cette chose-là. Alors bon, on peut discuter de la faisabilité de la chose, mais ça reste quelque chose d'intéressant parce que pour l'instant, la voix la plus ancienne est une voix qui nous ramène à 1860, c'est celle de Scott de Martinville. Peut-être qu'un jour, effectivement, on pourrait trouver autrement et ailleurs une voix peut-être plus ancienne. Voilà, merci.